Conclusion. En 1924, Mauss présente une communication à la Société de psychologie sur les rapports entre psychologie et sociologie. Il en conclut la première partie en s'engageant, au nom des sociologues, à ne pas s'aventurer sur les terres de la psychologie. Mais n'ayez crainte, nous sommes les premiers ayant le sens du droit, à vouloir respecter vos bornes, et il suffit qu'il y ait, petit ou grand, un élément de conscience individuelle pour légitimer l'existence d'une discipline qui lui soit consacrée, individuelle. D'ailleurs, nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l'esprit de l'individu est entièrement envahi par une représentation ou une émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une œuvre collective, nous en convenons, l'individu est source d'action et d'impression particulières. Sa conscience peut et doit être, même alors, l'objet de vos considérations, et nous-mêmes sommes tenus d'en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la collectivité, elle laisse toujours à l'individu un sanctuaire, sa conscience, qui est à vous. Pourtant, ce respect des frontières disciplinaires n'est pas la concession à la psychologie d'un domaine de fait qui lui serait exclusivement réservé. Une autre posture, plus conquérante, se superpose dans sa communication à la première. De même qu'il autorise le psychologue à considérer des faits sociaux, il autorise à la sociologie un droit symétrique. La part des représentations collectives, idées, concepts, catégories, mobiles d'actes et de pratiques, traditionnelles, sentiments collectifs et expressions figées des émotions et des sentiments, est si considérable, même dans la conscience individuelle, et nous en revendiquons l'étude avec tant d'énergie que, par instant, nous semblons vouloir nous réserver à nous toute recherche dans ces couches supérieures de la conscience individuelle. Sentiments supérieurs pour la plupart sociaux, raison, personnalité, volonté de choix ou liberté, habitudes pratiques, habitudes mentales et caractère, variation de ces habitudes. Tout cela, nous disons que c'est de notre ressort, avec bien d'autres choses encore. En s'autorisant à élaborer une approche sociologique de l'anorexie, on espère avoir montré que ne pas faire preuve de sens du droit, pour reprendre et retourner la boutade de Mauss, c'est se donner la possibilité de construire un autre regard sur l'anorexie et d'en faire apparaître des aspects inaperçus. Cette approche s'est en effet concentrée sur la mise au jour d'un processus central de la carrière anorexique, le travail de transformation de soi qui y est à l'œuvre sur les deux fronts principaux du corporel et du culturel, et qui opère par une entreprise méthodique de transformation des dispositions. Il débute par l'engagement dans une prise en main, qui se poursuit dans différents domaines pratiques. Les dispositions qui résultent de ces deux premières phases finissent par constituer une seconde nature, par laquelle est dirigé le travail hospitalier, auquel la patiente participe plus ou moins. Ce dernier prend la forme d'un travail collectif sur la personne. Un second, travail de transformation, visant à faire disparaître ces dispositions, et alors en substituer de nouvelles, dans un premier temps par l'intermédiaire de la remise de soi de la patiente à la ligne pratique institutionnelle. Dans cette optique, l'anorexie apparaît comme une forme de socialisation secondaire, mais qui semble s'opérer en solitaire et, en tout cas, sans qu'une institution soit directement impliquée dans l'entreprise de transformation pourtant puissante et plurifrontale des premières phases de la carrière. Le dispositif hospitalier, qui joue en revanche ce rôle classique des institutions dans un dernier temps, fait alors d'autant plus apparaître à quel point il est nécessaire que tout un poids institutionnel soit engagé dans cette transformation inverse de la précédente.
Les institutions disciplinaires décrites par Foucault ou les institutions totales analysées par Goffman sont des dispositifs qui organisent la modification des personnes, comme l'a montré l'étude de la phase hospitalière. Mais celle des premières phases de la carrière a fait apparaître une autre modalité, volontariste et individuelle, de la transformation de soi. Lors des premières phases, tout se passe donc comme si les enquêtés étaient violemment transformés par une institution totale pourtant absente, et quasiment auto-recréée à partir de normes ou d'injonctions sociales plus ou moins diffuses. Et c'est là peut-être que l'approche sociologique retrouve et reformule le caractère anormal de l'anorexie. Les enquêtés sont pour ainsi dire à elles-mêmes leur propre institution totale. C'est précisément cette absence institutionnelle qui fait émerger la question du travail et qui rend nécessaire l'emploi de ce terme pour désigner l'activité anorexique. De ce point de vue, l'anorexie constitue un cas extrême de travail de transformation de soi. On peut d'ailleurs parler de travail de soi pour éviter d'employer l'expression de travail sur soi, qui, bien que parfois utilisée en ce sens en sociologie, désigne plutôt, comme le montre l'analyse de la phase hospitalière, un processus de découverte, apprendre à se comprendre et à faire avec soi-même, que de transformation. Mais ce cas extrême, à la fois par les méthodes employées et par le fait que les pratiques qui le composent soient étiquetées comme déviantes, est également un cas parmi d'autres de travail de soi. Il rend seulement particulièrement visible et plus saillant un processus à l'œuvre dans d'autres situations. La modalité volontariste de ce travail de transformation ne doit pourtant pas conduire à l'envisager comme un choix de vie. Certes, son aspect méthodique et planifié, ainsi que son orientation dans l'espace social des goûts et des pratiques, pourrait le faire apparaître comme une façon de faire de vertu nécessité, dans la mesure où il s'agit de se forger des dispositions et des attributs orientés vers l'excellence, voire l'exceptionnalité sociale. Pour autant, faire de vertu nécessité est aussi une manière de faire de nécessité vertu, ce que mettent en lumière les conditions sociales et structurelles de possibilité, très situées, de ce travail individuel de transformation de soi. L'analyse de ces conditions sociales de possibilité dessine plus précisément un lieu socio-historique du travail anorexique, qui correspond à l'entrecroisement des variables sociales, de genre, de classe et d'âge, qui redéfinissent tendanciellement le recrutement des anorexiques. On peut tout d'abord noter, avec les sociologues du corps, l'existence aujourd'hui d'un ensemble de représentations et de normes faisant de la transformation corporelle un objectif à la fois possible et souhaitable. Les représentations actuelles de la malléabilité corporelle, notamment féminine, relèvent d'un mouvement de fond. En s'appuyant sur les théories de Giddens sur le projet personnel, Schilling décrit l'importance actuelle du projet corporel comme système de pratique et de représentation de la transformation du corps, celui-ci devenant objet de travail à mesure que l'idée de sa malléabilité et de sa non-finition, une nouvelle plasticité, est imposée. Le corps est tendanciellement perçu comme une entité en devenir, un projet qui doit être travaillé et accompli comme une composante de l'identité individuelle. Son apparence, sa corpulence, sa forme et même son contenu sont potentiellement exposés à une reconstruction conforme aux intentions de son possesseur. Dans ce contexte, les corps deviennent des entités malléables qui peuvent être modelées par la vigilance et le travail acharné de leur possesseur. Plus spécifiquement, trois ensembles de conditions sociales de possibilités semblent intervenir dans ce cas du travail anorexique de soi. Le caractère inachevé du corps qui exige d'accomplir un travail pour le finir et, comme on l'a vu, une norme imposée tout particulièrement aux femmes.
La position de genre constitue l'une des conditions sociales de possibilité du travail anorexique de soi, le remodelage individuel du corps féminin étant socialement imposé comme à la fois possible et nécessaire, que ce soit par l'offre des techniques disponibles ou par l'imposition du corps légitime. La position dans les classes d'âge semble également représenter une deuxième condition de possibilité. En effet, le fatalisme ou l'espoir de transformation corporelle se conjugue également en fonction de l'âge. On peut même avancer que l'adolescence, voire l'enfance, sont aujourd'hui construites comme des périodes de la vie où le front alimentaire et corporel peut et doit être travaillé. Qu'on songe par exemple aux actions de prévention de l'obésité, établissant ainsi une norme, mais également une définition de la possibilité du remodelage corporel à ces âges. Enfin, en ce qui concerne l'origine sociale, la mise en espace des phases de la carrière a permis de faire apparaître les affinités entre le travail anorexique de soi, y compris la résistance parfois opposée à ceux qui tentent de le faire cesser, et les dispositions des classes moyennes et supérieures, pratiques alimentaires, corporelles ou scolaires situées. Capital corporel comme capital total susceptible d'incorporer et de manifester le capital culturel. Ethos du contrôle sur le destin tout à la fois corporel et social, et sur les assignations publiques, élitisme corporel et culturel. La prise en compte de l'origine sociale des enquêtés a été opérée en opposant, de manière certes tranchée, ethos anorexique et ethos populaire. Ce qui correspond par ailleurs, on l'a vu, à la façon dont les enquêtées elles-mêmes envisagent le monde social, sous la forme de classements symboliques binaires et superposés dans leurs différentes dimensions, corporelles et scolaires par exemple. Il est probable que d'autres enquêtes pourraient établir, avec bien plus de précision, la position sociale de l'anorexie. Une piste prometteuse pourrait être celle de la position intermédiaire qu'occupent les classes moyennes. Une localisation de l'anorexie dans cet entre-deux social permettrait de nicher les caractéristiques du travail anorexique de transformation de soi entre la présence d'un ethos de la malléabilité corporelle et sociale qui rend ce travail possible, différenciation par le bas, et l'absence d'assurance, la recherche d'une grâce sociale qui le rendrait souhaitable, sur le mode d'une exigence sociale d'amélioration, différenciation par le haut. L'anorexie s'inscrirait alors dans les mêmes positions sociales que celles qui déterminent l'action sur le corps vieillissant, où le travail effectué se définit très précisément par opposition à un renoncement qui l'exclut et à une assurance qui le rend inutile, ou bien le recours au club de sport ou à la chirurgie esthétique. Autre piste, peut-être encore plus tentante, la mise en relation de l'anorexie avec des trajectoires de mobilité sociale ascendante, autre forme d'entre-deux qui déterminerait l'ascétisme extrême de la carrière ainsi que l'hypercorrection des pratiques et la totalité de l'éthos de tension mis au jour, et qu'on pourrait rapporter à un sentiment d'illégitimité à occuper la place. Ainsi, si l'épidémiologie devrait démontrer que le recrutement des anorexiques se fait selon l'un de ces deux principes, l'appartenance aux classes moyennes entendue de manière stricte, ou bien l'inscription dans des trajectoires de mobilité ascendante, le lien serait aisé à effectuer avec ce qui a été montré dans cette recherche. Il n'en reste pas moins qu'il faut peut-être se garder de toute corrélation trop rapide ou trop directe entre l'anorexie et une position ou trajectoire sociale donnée. De ce point de vue, la méthode utilisée ici, le passage par des conditions sociales de possibilité plutôt que la construction d'un modèle causal, et le caractère global et volontairement imprécis de la catégorie de classe moyenne et supérieure, si elle peut pécher par sa trop grande généralité,
protège sans doute de la simplification abusive que recèleraient des thèses plus précises sur cette question. Elle évite en tout cas de recourir, de manière non interrogée, à un schème de la mobilité sociale pathogène, toujours soupçonnable de faire des trajectoires ascendantes la matrice d'individus nécessairement en souffrance, qui auraient peut-être mieux fait de rester à leur place. De plus, certaines des variations qui apparaissent dans l'enquête, malgré la faible amplitude numérique des corpus d'entretien, brouillent déjà la piste de la mobilité sociale ascendante. En effet, même si une part importante des enquêtés s'inscrivent dans des trajectoires d'ascension sur 2 générations, un certain nombre d'entre elles proviennent de familles de classe supérieure installées. Pour ces dernières, le travail de transformation de soi est à mettre en rapport avec un processus de capitalisation plutôt que d'accumulation. Les affinités qui existent alors entre ce travail de l'héritage et le travail d'ascension rendent moins pertinente, du point de vue de l'enquête, une distinction trop stricte entre trajectoire de mobilité et de reproduction. Ainsi, plus que sur la question de sa production sociale, cette approche sociologique de l'anorexie ouvre sur celle des modifications sociales de la modification de soi, des modalités sociales de la modification de soi. L'une des traditions d'analyse sociologique du corps, celle de l'incorporation, a posé les bases d'une théorie de l'intériorisation et de l'hystérésis corporelle. Reste cependant, dans une large mesure, à penser la transformation à l'intérieur de ces cadres. Le texte fondateur de la sociologie de l'incorporation, celui de Mauss sur les techniques du corps, effleure cette question sans la poser frontalement. L'incorporation et la résistance du corps au changement suite à cette incorporation sont en effet les enjeux principaux du texte, comme dans l'exemple personnel célèbre donné par Mauss de l'apprentissage de la nage. Les nageurs se considéraient de mon temps comme des espèces de bateaux à vapeur, qui avalent de l'eau et qui la crachent quand ils nagent. C'était stupide, mais enfin, je fais encore ce geste. Je ne peux me débarrasser de ma technique. Or, à quelles conditions pourrait-il faire autrement? Qu'est-ce qui permettrait de transformer cette technique du corps? Quel type d'exercice individuel? Combien de maîtres nageurs? Combien de temps? Quelle méthode devrait par ailleurs être mise en œuvre pour qu'il adhère à cette entreprise de transformation? Ces questions peuvent sembler au mieux anecdotiques, au pire irrespectueuses des problèmes autrement plus graves que pose l'objet que l'on a étudié ici. Mais n'a-t-on pas précisément affaire, avec l'anorexie et son traitement, à ce type de questions qui concernent le pouvoir de la pratique de transformer l'individu, de faire et de défaire ce qu'elle a elle-même produit? En construisant une approche de l'anorexie comme travail de transformation de soi, on a proposé une grille d'analyse de ce type de processus en se situant au niveau des pratiques et en cherchant à mettre en lumière l'entrecroisement de trois de leurs principes. La force d'entraînement locale des interactions, celle interne des dispositions et celle externe des institutions. On a ainsi pu montrer, à travers un cas extrême, comment la société œuvre dans l'ouvrage de soi.